Bonjour à tous et bienvenue. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a pris le monde de court en demandant l'arrestation de dirigeants d'Israël et du Hamas. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Pourquoi cette requête suscite tant de réactions? Les explications de Sédou Ouattara. Le procureur de la Cour pénale internationale a soumis une requête pour la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour crimes contre l'humanité. 3 dirigeants du Hamas sont également visés par la requête. Si Israël et Hamas dénoncent de concert le mandat d'arrêt, les 2 parties excluent d'être assimilées l'une à l'autre. La décision de la Cour pénale envoie un message fort aux protagonistes. Les réactions se multiplient. Le président américain Joe Biden juge scandaleux le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. La France soutient la Cour pénale internationale par rapport à son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Depuis le début des combats le 7 octobre 2023, plus de 1400 Israéliens et 4000 Palestiniens ont été tués et plus de 200 otages sont aux mains du Hamas. Selon l'ONU, près de la moitié de la population du Hamas a été déplacée. Ce lundi, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré avoir demandé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. 3 dirigeants du Hamas sont également visés par des mandats d'arrêt réclamés par le procureur de la CPI pour des motifs similaires depuis l'attaque sanglante du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre. Mais la décision de la CPI dépasse-t-elle un cadre symbolique et diplomatique? À quoi faut-il s'attendre et comment fonctionne cette institution? Pour en parler, je reçois le docteur Guédé Ange-Patrick, enseignant en droit international public à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors déjà, pour qu'on ait tous le même niveau d'information, historiquement, qu'est-ce qui a motivé la création de la Cour pénale internationale en 1998? Merci déjà pour cette invitation. Je suis heureux de revenir sur ce plateau. Il faut déjà dire que, déjà historiquement, il y a toujours eu des semblants, je dirais, de procès qui étaient très souvent organisés par les pays vainqueurs pour juger les adversaires. Il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a constaté qu'il y a eu vraiment assez de crimes. Donc on a déjà commencé par mettre en place le tribunal de Nuremberg, après le tribunal de Tokyo, et en 1994, on a eu également le tribunal pour le Rwanda. Donc c'était des tribunaux ad hoc et déjà il y avait un processus qui était mis en place pour qu'on puisse mettre en place un tribunal permanent. Et donc en 1998, il y a eu des tests et évidemment le 1er juillet 2002, la Cour pénale internationale est rentrée en vigueur après que 60 États aient adopté le traité constitutif qui est le traité de Rome. Alors, la CPI est une institution supranationale. Cela suppose que ces décisions s'imposent aux États, mais pas à tous. Pour quelles raisons? Dire que c'est supranational, c'est un peu trop dit. D'abord, c'est une organisation internationale et comme toute organisation, elle est créée par les États. Donc, c'est les États qui lui donnent son pouvoir et elle ne peut agir qu'avec les États. Elle prend des décisions, certes, mais les décisions, pour qu'elles puissent être appliquées, ont besoin de l'apport, du soutien des États. C'est justement pour ça que souvent on a l'impression que cette Cour-là est inefficace. Elle n'est pas inefficace, c'est plutôt les États qui ne la soutiennent pas assez. Israël n'a pas adhéré ni ratifié le traité de Rome, contrairement à la Palestine en 2015. Quelle est la base légale finalement de la CPI pour justifier une décision à l'endroit des autorités israéliennes? Ok, il faut dire que globalement, la CPI a 4 possibilités pour intervenir sur des situations. La première possibilité, c'est qu'un État membre puisse saisir la Cour. Deuxième possibilité, c'est qu'un État qui n'est pas membre de la Cour reconnaît la compétence de la Cour. La troisième possibilité, c'est que le Conseil de sécurité, sur la base de l'article du chapitre 7, décide de faire référence à la Cour pour une situation qui lui semble porter atteinte à la paix. Et la troisième possibilité, c'est que le procureur lui-même puisse s'auto-saisir sur une situation qui lui semble dangereuse. Dans le cas d'espèce, il faut dire que certes, Israël n'est pas membre de la CPI, mais la Palestine, en tant qu'autorité palestinienne, est membre de la CPI depuis 2015. Maintenant, la question qui est posée, pourquoi les faits qui sont passés en Israël, une partie en Palestine,
peut faire l'objet de poursuites par la CPI. La Palestine étant membre de la CPI peut, premièrement, intenter des actions pour des situations sur le territoire de la Palestine, mais également des situations où il y a des ressortissants, des personnes qui ont été de la Palestine. Donc le 7 octobre, étant donné que ce sont des Palestiniens qui ont attaqué en Israël, donc sur ce fait-là, la CPI est compétente. Et actuellement, étant donné que les bombardements se font sur le territoire palestinien, la CPI est également compétente en se fondant sur le principe que j'avais déjà dit auparavant, la Palestine est membre de la CPI depuis 2015. Alors, le traité fondateur de la Cour, appelé donc le statut de Rome, confère à la CPI une compétence à l'égard de 4 crimes principaux. Lesquels? Les crimes principaux sont les crimes de génocide. On peut entendre par génocide on va dire, une intention particulière de détruire toute une partie d'un groupe national, groupe ethnique et religieux. Il y a également les crimes contre l'humanité, une atteinte grave qui est faite dans le cadre d'attaques généralisées sur des populations civiles. Il y a également les crimes de guerre qui se font en situation de conflit armé. Donc ce sont des crimes qui portent atteinte aux éléments les plus pertinents des conventions de Genève. Et en quatrième élément, nous avons les crimes d'agression, qui est le fait qu'un État prenne son armée pour porter atteinte à la souveraineté ou à l'indépendance d'un autre État. Voici donc les 4 situations pour lesquelles la CPI peut intervenir. Alors, mais compte tenu du caractère international de la Cour, on a parfois le sentiment que le fonctionnement de sa procédure judiciaire diffère de celui de nos juridictions nationales. Et on aimerait comprendre quel est précisément le rôle du procureur général de la CPI. Est-ce qu'on doit le comparer au procureur qu'on a habituellement dans nos tribunaux locaux ou nationaux? Oui, je dirais oui et non, parce que la CPI englobe plusieurs États. Et les différents États n'ont pas un système juridique sont souvent différents. Donc la CPI a tendance à prendre, d'une part, le système juridique qu'on appelle généralement romano-germanique, donc qui vient de la France et que nous avons adopté, et le système anglo-saxon qui vient des pays anglophones. Donc la CPI englobe ces 2 systèmes. Donc très souvent, les attitudes du procureur nous semblent étrangères parce que ce n'est pas conforme au système que nous avons habituellement. Mais de façon globale, le procureur agit identiquement au procureur que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc son rôle, c'est de constater des événements, de faire des enquêtes et de poursuivre ces personnes devant les tribunaux. Et donc c'est ce qu'il fait actuellement. Et malheureusement, très souvent, ces actes étant incompris par les uns, par ceux qui ne maîtrisent pas le domaine juridique, pensent qu'il fait un peu trop de politique. On en parlera après la fin de l'émission, mais restons sur l'aspect technique pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Justement, le procureur général de la CPI a demandé des mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre du Premier ministre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, et d'autres protagonistes. Alors déjà, quelle est la différence entre demander un mandat d'arrêt et lancer un mandat d'arrêt, et à qui s'adressent ces 2 actes de procédure? Ok, premièrement, lorsqu'on parle de demander un mandat d'arrêt, ça signifie que le procureur a fait une enquête et qu'il a pensé que des personnes auraient commis des crimes qui sont de la compétence de la CPI. Et donc, dans le fonctionnement de la CPI, il y a un organe qu'on appelle la Cour préliminaire qui joue un peu le rôle de juge d'instruction, qui va vérifier si le procureur ne dépasse pas ses prérogatives. Donc, le procureur fait la demande au juge d'instruction, qui est donc la Cour préliminaire, pour qu'elle puisse émettre un mandat d'arrêt international. Ce mandat-là, lorsqu'il est délivré par la chambre préliminaire, pas par le procureur, parce qu'il pourrait faire la demande à la chambre préliminaire, qui va émettre ce mandat. Et ce mandat, alors, sera, notifié aux États membres qui, eux, auront alors la charge de mettre en œuvre ce mandat. Donc là, on est juste dans ce que vous avez dit, la première phase, c'est-à-dire la demande, qui est adressée aux juges. Ces juges vont infirmer ou confirmer cette demande. C'est bien cela. C'est bien cela. Selon Karim Khan, qui est donc ce procureur de la CPI, il y aurait donc des motifs raisonnables de croire que le chef du Hamas et le Premier ministre israélien portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à partir du 7 octobre 2023 au moins. 2 points. Qu'entend-il déjà par motif raisonnable et surtout pourquoi circonscrire ces actions dans le temps lorsque l'on sait que ce conflit perdure depuis des décennies? D'abord, premièrement, il faut comprendre d'abord que la CPI a la compétence
on dit la compétence temporelle qui commence à partir d'un acte. Ah, d'accord. de son acte. Son acte a été édicté et puis ils sont rentrés en vigueur en 2002. Donc, c'est tous les actes qui viennent après 2002, premier point. Deuxième point, on tient aussi compte de l'année d'adhésion des États. Et l'État en question, c'est la Palestine. La Palestine a adhéré en 2015 et la CPI n'est compétente que pour les actes qui touchent la Palestine à partir de 2015. Donc, a priori, elle ne peut pas traiter des questions qui sont... Donc, il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité, premier élément. Et ici, comme on le dit, il fait la demande à la chambre préliminaire. Et pour cette demande, il faut des motifs. Donc, le juge va examiner est-ce que le procureur a vraiment des éléments. Et donc, il va se fonder sur les éléments pour lesquels il pense avoir des arguments tenables. Voici pourquoi il s'est basé sur les situations du 7 et ce que nous avons actuellement dans la bande de Gaza. Alors, vous nous l'avez dit, hein, si les réquisitions donc, du procureur sont acceptées, la suite, c'est émettre ce mandat. Maintenant, si ce mandat est émis, comme Israël n'est pas membre donc, de la juridiction, est-ce que le Premier ministre israélien peut être arrêté dans son pays? Est-ce qu'en Israël, on peut arrêter le Premier ministre Benjamin Netanyahou? Et puis, après, pourra-t-il voyager ou risque-t-il d'être arrêté dans les 124 pays membres de la CPI? Comment ça se passe? D'abord, comme je le disais, le mandat d'abord est adressé aux pays membres. Donc, a priori, Israël n'est pas tenu par ce mandat-là. Oui. C'est la première des choses. Mais n'empêche que Israël peut... C'est la politique, hein, elle peut changer. Le Premier ministre peut être Premier ministre. Le nouveau Premier ministre peut décider qu'il adhère à la CPI ou alors il connaît la compétence de la CPI. Et dans ce cadre-là, il peut mettre en œuvre ce mandat d'arrêt. Mais au cas, à présent actuel, la seule difficulté pour Israël, c'est que son président, son Premier ministre aura des difficultés à voyager dans certains pays, les 124 États qui sont membres de la CPI. Mais s'il va, par exemple, aux États-Unis, dont on connaît le soutien porté à Israël, là aussi, les Américains ne sont pas membres encore de cette juridiction. Il peut échapper, c'est-à-dire qu'il peut aller aux États-Unis et les Américains n'ont pas d'obligation à l'arrêter, à titre d'exemple. D'abord, les Américains n'ont pas d'obligation et les Américains ne voudront même pas. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, la CPI a tenté de faire même une enquête sur certains citoyens américains et les États-Unis ont eu l'outrecuidance même de pouvoir prendre des sanctions contre la CPI à ce point-là. Donc la CPI et les États-Unis ne sont pas vraiment alliés. Donc la CPI ne compte vraiment pas sur les États-Unis pour arrêter le Premier ministre palestinien, plutôt israélien. Et on a déjà vu ça même dans les déclarations du président des États-Unis. Tout à fait. Oui, mais n'empêche qu'il y a d'autres États. Il y a d'autres États. Et généralement, lorsqu'un Premier ministre doit se déplacer, il va demander la permission. Et généralement, l'État qui doit le recevoir, qui ne voudra pas être peut-être en porte-à-faux avec le mandat d'arrêt international, va lui dire ne viens pas, parce que si tu viens, je serai obligé peut-être de t'arrêter ou bien d'être en porte-à-faux avec mes obligations internationales. Donc ça va un peu limiter ces déplacements. Donc il pourra aller juste dans des pays qui n'ont pas, donc, où la CPI n'a pas de compétences. Oui, mais il y a toujours un risque, parce que vous pouvez être un avion, l'avion peut avoir des problèmes, vous êtes obligé d'atterrir dans un autre pays. Et cette escale-là peut vous amener dans un pays où vous n'avez pas prévu de descendre. Donc il y a toujours un risque. Et à contrario, la CPI, donc, on a compris que la Palestine a adhéré. Est-ce qu'elle peut interpeller, par exemple, le chef du Hamas sur le territoire palestinien? La CPI n'a pas de force armée. Elle n'a pas de police. Oui. Elle agit par l'intermédiaire des États. Donc pour arrêter un citoyen, elle fait un mandat d'arrêt et c'est les États qui mettent en œuvre ce mandat d'arrêt. Premier élément. Deuxième élément, on sait qu'aujourd'hui, la Palestine, pour entrer en Palestine, il faut avoir l'autorisation d'Israël. Oui. Donc, ce n'est pas évident que la CPI entre en Palestine pour pouvoir arrêter les choses. Israël aura tout à gagner à ce qu'on arrête le chef du Hamas. Donner l'autorisation, mais après, peut-être refuser qu'on arrête ses propres autorités. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps, normalement, lorsqu'on lance un mandat d'arrêt, c'est vrai que le procureur a mis en action la procédure de la CPI, mais cette procédure, normalement, peut être limitée, bloquée par les États. Si aujourd'hui la Palestine décide qu'ils vont eux-mêmes juger les personnes mises en cause par le procureur, normalement, doit mettre fin aux actions. Parce que la CPI vient en complément aux États, et c'est les États qui, en premier lieu, doivent arrêter et juger les personnes poursuivies pour ces crimes. Alors, donc c'est à défaut que le procureur agit.
D'accord. Alors, que risquent les deux protagonistes-là? Je précise vraiment, c'est-à-dire chef du Hamas et le Premier ministre israélien. On parlera après des autres. Que risquent-ils si, finalement, ils sont arrêtés? S'ils sont arrêtés, d'abord, il va y avoir une audience de confirmation des charges. Et à cette audience, le procureur va présenter ses preuves et le juge, la chambre préliminaire, va vérifier si également ces preuves sont pertinentes pour ouvrir un procès. Après quoi, ça va donner lieu à un procès et l'affaire maintenant sera transmise à la chambre de première instance qui va juger les faits en question. Et donc, pendant ce procès-là, à la fin, ils peuvent être condamnés ou libérés. Donc, ce n'est pas dire que juste parce qu'il y a un procès, automatiquement, il y aura condamnation. Parce qu'on a vu des cas en Afrique où des gens sont partis, ils sont revenus, ils ont été acquittés. D'accord. Alors là, maintenant, il y a le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, et le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, ainsi que le chef militaire du groupe, Mohamed Deif, qui sont également concernés. Question, lorsqu'un État est en guerre, ou en tout cas pose des actes répréhensibles ou de guerre, quel est le traitement réservé à ceux qui, finalement, ne font qu'exécuter des ordres au vu de leurs fonctions? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les donneurs d'ordre, mais des exécutants. Comment la CPI les juge? Comment ces cas-là sont traités? D'accord. Premier élément, il faut comprendre que la CPI ne juge que les cas graves. Et ne juge que les hauts dignitaires. Sinon, elle va s'embourber avec trop de procès. Donc, tous ces cas en dessous, normalement, doivent être traités par les tribunaux nationaux de ces pays ou alors d'autres tribunaux. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que celui qui donne l'ordre est certes pénalement responsable, mais celui également qui exécute un ordre qui est illégal engage également sa responsabilité. Et puis également, souvent, un responsable n'est pas puni parce qu'il a donné l'ordre. Il peut être poursuivi, pas parce qu'il n'a pas donné l'ordre, mais parce qu'il y avait des éléments, soit il n'a pas pris les mesures pour empêcher la commission des crimes, ou alors il avait connaissance que ces crimes allaient se passer et qu'il n'a rien fait. Donc, ce n'est pas forcément une intention directe, mais ça peut être aussi une inaction qui peut engager sa responsabilité. Donc, vous nous dites que leur responsabilité est engagée, même si c'est le chef d'état-major, même si c'est le chef de guerre et des exécutants, ils engagent leur responsabilité en écoutant, en exécutant les ordres venus d'en haut. Tout à fait. Alors, il semblerait que le procureur Karim Khan et les juges à qui cette décision, lourde décision, incombe, subissent de nombreuses pressions. Pensez-vous que cette procédure puisse aboutir, très honnêtement? Je ne saurais le dire, parce qu'à l'état actuel des choses, on penserait qu'elle ne pourra pas aboutir. Parce que même avant ce cas, il y a eu un mandat d'arrêt lancé contre Vladimir Poutine, oui. Et tout récemment, il était parti en Chine, il est revenu. Donc on a l'impression que c'est juste un acte politique et qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que, comme on le dit, il y a toujours une crainte de se faire arrêter. Et le plus important, c'est qu'il faut dire que les crimes pour lesquels sont poursuivis sont des crimes qui sont imprescriptibles. Ça veut dire que même dans 50 ans, dans 30 ans, à tout moment, ils peuvent être poursuivis. Alors qu'ici, ils sont protégés par rapport à une situation politique. La situation peut à tout moment changer. Donc, ils restent toujours en difficulté. Mais à côté de cela, il faut comprendre que dans le conflit, chacune des parties a des alliés. Et lorsque vous commencez à être poursuivis, vos alliés n'ont plus le même engouement à vous soutenir. Et certainement, avec ces poursuites-là, ça va comme ça réduire les alliés d'Israël ou les alliés de la Palestine. Mais un mot sur l'avenir de la CPI. Vous le disiez tout à l'heure, dont la crédibilité est régulièrement remise en cause ces dernières années. Pensez-vous que cette institution est encore utile, voire indispensable dans les relations internationales? Elle a encore un vrai rôle? Oui, je pense que surtout la CPI vient de se légitimer avec cet acte-là. Si on se souvient, la plupart des États africains se plaignaient parce qu'on poursuivait seulement les Africains. Oui. Après, la CPI a commencé à poursuivre Vladimir Poutine. On a dit oui, c'est juste ceux qui sont contre le bloc occidental. Aujourd'hui, la CPI poursuit le Premier ministre d'Israël qui est proche de l'Occident. Donc la CPI, aujourd'hui, montre sa légitimité, montre son impartialité. Il n'y a pas une justice pour les faibles, une justice pour les forts. Il y a surtout une justice pour les victimes. Et les victimes ont la même valeur aux yeux de la CPI. Mais est-ce que le choix, le rôle du procureur n'est pas déterminant, finalement, dans les procédures que la CPI va diligenter? Le rôle du procureur est déterminant, mais en même temps, il ne faut pas voir seulement en termes de procès.
Le plus important, c'est quel sera l'impact de ces poursuites sur le cours actuel du conflit. Vous comprenez que forcément, les personnes poursuivies vont commencer à réfléchir en posant des actes. Donc la CPI n'a pas seulement un rôle répressif, mais aussi un rôle de, je vais dire, dissuasif. Donc ces poursuites-là jouent un rôle dissuasif sur les événements présents. Là, vous pensez que ça va, de quelque manière que ce soit, influer le conflit? Oui, ça va influer d'abord sur les personnes et même sur les personnes qui viennent en aide aux protagonistes au conflit, forcément. Mais, encore une fois, la CPI n'est-elle pas trop politisée? C'est des accusations récurrentes qu'on entend en son endroit. Politisée, la CPI est une organisation internationale. Elle est créée par les États. Les États n'ont pas d'amis, des intérêts. Oui. Les États qui dirigent la CPI vont forcément vouloir utiliser la CPI pour leur propre intérêt. Mais comme c'est la justice veut toujours obtenir son indépendance. Donc les juges tiennent à leur indépendance. Donc la CPI, bien que certains tentent de la tirer selon les intérêts, la CPI prend les positions, les dispositions pour assumer, je pense, son indépendance. Et les actes aujourd'hui nous permettent de penser qu'elle est sur la bonne voie. Mais vous parlez, pour progresser sur ce conflit, vous dites qu'il va peut-être être influencé par cet acte-là. Vous pensez que ça peut prévoir un cessez-le-feu à l'issue de cette décision? Oui. S'il y a un mandat d'arrêt qui est lancé, qui est émis, déjà combien de temps ils vont prendre pour donner leur décision, les juges? Bon, généralement, c'est en 2 semaines et 3 semaines. Donc, d'ici un mois, on devrait savoir? On devrait savoir. D'accord. On devrait savoir. Et donc, la suite, ça peut aller jusqu'où? Si, par exemple, ils décident de faire un cessez-le-feu, Israël à Palestine, est-ce que ce mandat d'arrêt lancé sera toujours pertinent et sera toujours valable? Oui, le mandat d'arrêt est lancé, pas pour les actes à venir, pour les actes qui sont déjà passés. D'accord. Donc, il reviendra au procureur de décider s'il maintient le mandat ou il veut retirer le mandat. Mais quoi qu'il en soit, le mandat est lancé pour les actes passés, pas pour les actes à venir. Donc ça veut dire que même si cette guerre prend fin, on pourra juger les protagonistes, en tout cas les premiers, oui, on pourra même, acteurs. On pourra même, on devra, parce que juger a pour objectif de décourager les futurs auteurs d'actes. Si, parce que le temps n'est pas jugé, on se sentirait dans une situation d'impunité. Or, la CPI est là pour lutter contre l'impunité. Dernier mot, qui va défendre ces différentes parties? Ce sont des avocats venus, des avocats qui ont la possibilité de plaider dans cette cour. Parce que j'ai vu un célèbre avocat français, Juan Branco, pour ne pas le citer, faire un appel disant à tout Palestinien se trouvant dans cette situation, voulant son aide, de le solliciter. Ça se passe comme ça? Oui, mais normalement, chaque partie peut prendre son avocat et les avocats doivent être habilités par la Cour, normalement connaître les procédures de la Cour. Et aussi également, lorsque la personne n'a pas la capacité de prendre en charge son avocat, la Cour va lui commettre un avocat aux frais de la Cour. Parce que la Cour fait en sorte que les personnes accusées puissent avoir le maximum de moyens pour se défendre. Et dernière question, on arrive déjà à la fin de cette émission, j'avais tellement d'autres questions à vous poser, mais est-ce qu'il est envisageable que la Cour émette un mandat d'arrêt pour l'une des parties et pas l'autre? C'est envisageable, ça? Oui, c'est envisageable, oui. Puisque dans la Cour, comme tout procureur, détermine l'opportunité. Et l'opportunité se fait en fonction des éléments de preuve. Émettre un mandat d'arrêt contre une partie ne signifie pas que l'autre partie ne sera pas poursuivie après. Ça signifie simplement qu'à l'état actuel des choses, nous avons des éléments de preuve pour ouvrir une enquête contre telle situation, contre telle personne. Et dans le temps, certainement qu'ils pourront ouvrir une enquête contre les autres parties. D'ailleurs, ce n'est pas bien d'ouvrir une enquête contre une seule partie. Ça donne l'impression d'un parti pris. D'un parti pris. D'accord, bon, on verra la suite et vous viendrez encore nous éclairer si besoin. Et je pense que ça le sera pour la suite de ces événements. Merci infiniment d'avoir répondu très clairement et très pédagogiquement à toutes nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTIA.